Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de Deep Learning. La dernière fois, on a parlé de Machine Learning et on a abordé un certain nombre de notions très importantes. Si vous avez bien suivi le cours précédent, vous savez ce que c'est maintenant que la descente de gradient et ce que c'est que l'apprentissage supervisé. Si ça n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à revoir le cours précédent. Donc le Deep Learning, qu'est-ce que c'est ? Le Deep Learning, c'est la branche du Machine Learning qui traite des réseaux de neurones profonds. Les réseaux de neurones, c'est une technique qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Et ici, on voit par exemple un exemple de classification. Donc c'est de la classification d'images. On a en entrée une image de chat et en sortie, on a la classe chat. Donc le réseau de neurones est capable de dire que cette image est un chat. Les gens qui ont créé ce type d'architecture se sont entre autres inspirés des réseaux de neurones biologiques, mais il ne faut pas s'y tromper, ça reste une source d'inspiration et il y a pas mal de différences entre un neurone biologique et un neurone artificiel. Un neurone, qu'est-ce que c'est ? Un neurone, tout d'abord, ça va avoir un certain nombre d'entrées. Donc ici, on va avoir une entrée X qui va être de dimension 3 et qui va être représentée par ces trois composantes, X1, X2, X3. Ces trois entrées, on va les multiplier par des poids. Donc ici, W1, W2, W3. Donc on va faire W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3. Ça va nous donner une fonction linéaire. Donc si on s'arrêtait là, un neurone, ça serait simplement le type de modèle qu'on utiliserait pour faire une régression linéaire, comme on l'a vu dans le cours précédent. Eh bien, ici, on va pas se contenter d'un modèle linéaire. On va délinéariser ça avec une fonction f qui est une fonction non linéaire. Et une fois qu'on aura passé donc, ça à la fonction f, on va obtenir une sortie y, donc la sortie du neurone. Donc en résumé, un neurone, c'est la composition d'une fonction d'activation et d'une fonction linéaire. Alors, les poids qui sont là, W1, W2, W3, ce sont des poids qui vont être déterminés par l'apprentissage, par une descente de gradient. Donc l'objectif, ça va être, au moment de l'apprentissage, de faire en sorte que la sortie Y, ici, soit la plus proche possible de ce qu'on cherche dans le cadre d'un apprentissage supervisé. Et on va le faire en faisant varier les poids W1, W2, W3 par la méthode de la descente de gradient. Quelle fonction d'activation va-t-on utiliser ? On va en utiliser essentiellement deux. Voilà, là c'est les plus courantes. On a à gauche la sigmoïde et à droite la relue. La sigmoïde, c'est une fonction qui prend des valeurs entre 0 et 1. Et donc, on va s'en servir pour prédire une probabilité, puisque une probabilité, évidemment, on s'attend à ce qu'elle soit entre 0 et 1. Donc la sigmoïde, ça tombe bien, elle donne des résultats entre 0 et 1. La fonction relue, qui se trouve à droite, c'est une fonction qu'on va utiliser au cœur du réseau de neurones. Donc c'est une fonction qui est simple, elle vaut 0 pour les valeurs négatives et elle vaut la valeur d'entrée pour les valeurs positives. Donc quand x est positif, relue de x, ça vaut x. Et donc c'est une fonction qui est non linéaire et qui a l'avantage d'avoir un coût de calcul extrêmement faible. Donc on va l'utiliser entre chaque couche, à l'intérieur du réseau de neurones, pour délinéariser à faible coût. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres fonctions d'activation, par exemple la tangente hyperbolique qui prend des valeurs entre -1 et 1, et on rencontre aussi de temps en temps la Leakey-relue qui est quasiment la même que la relue, c'est le max entre 0,1 fois x et x, en tout cas une petite valeur fois x et x, et donc elle vaut l'identité pour les valeurs positives et pour les valeurs négatives, elle vaut pas tout à fait 0, il y a une petite pente qui permet d'éviter que les gradients s'annulent. Et dans certains cas, ça peut favoriser la convergence du réseau de neurones. Je ne vais pas parler des autres, elles sont un petit peu moins courantes, mais bon, vous pouvez les retrouver dans la littérature. Maintenant qu'on a défini ce que c'était qu'un neurone, il va falloir qu'on assemble ces neurones à l'intérieur d'un réseau. Donc ici, on a une architecture assez classique, une architecture par couche, et la couche qu'on voit ici est une couche qu'on va appeler une couche dense, ou une couche fully connected.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des neurones, donc ici vous avez 4 neurones, chacun de ces neurones est connecté à l'ensemble des neurones de la couche précédente. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une couche dense ou fully connected, hein, elle est complètement connectée à tous les neurones de la couche précédente. Ici, on a une architecture de profondeur égale 1, donc avec une couche cachée, et sur la partie droite, on a une architecture de profondeur égale 2, avec 2 couches cachées. Bien, maintenant ce que je voudrais faire, c'est vous donner une petite intuition. En fait, avec un réseau de neurones, on peut approcher n'importe quelle fonction continue. Et on va essayer de voir pourquoi, et on va essayer de comprendre un petit peu pour quelles raisons et comment un réseau de neurones arrive à approcher n'importe quelle fonction continue. Donc on a vu tout à l'heure une architecture, donc on va imaginer qu'on prend cette architecture de profondeur égale 1, et à l'intérieur de cette architecture, pour l'instant, on va mettre 2 neurones dans la couche cachée. On a vu également ici la fonction relu, donc la fonction qui se trouve à droite, donc qui est une fonction qui est nulle pour les valeurs négatives et qui vaut x pour les valeurs positives. Donc f de x égale x. Donc imaginons maintenant qu'on prenne 2 neurones. Le premier neurone, ça va être relu de x. Et le deuxième, ça va être relu de moins x. Et ensuite, on va ajouter le résultat de chacun de ces 2 neurones, donc on va en prendre 2, et on va ajouter le résultat dans le neurone en sortie. Eh bien, en faisant ça, on obtient ce résultat-là. Donc, pour essayer d'approcher cette fonction bleue, avec une couche cachée à 2 neurones, ce qu'on va pouvoir faire, c'est obtenir une fonction comme celle-ci, comme la fonction marron qu'on voit ici, qui va être en fait la somme de relu de x et de relu de moins x. Maintenant, si au lieu d'avoir 2 neurones dans la couche cachée, on a 4 neurones, on peut assez aisément imaginer comment on peut fabriquer un réseau de neurones qui va nous faire cette fonction marron qui commence à approcher un petit peu mieux la fonction bleue. Donc c'est une fonction avec 4 segments et on voit que là on arrive déjà un peu mieux à approcher la fonction bleue. Évidemment, si on augmente le nombre de neurones, on va pouvoir coller de mieux en mieux à la fonction bleue, qui est une fonction qui est continue et non linéaire. Donc en résumé, avec un réseau de neurones, on peut approcher n'importe quelle fonction continue en allant coller à la fonction par petits segments de droite. Bien, maintenant je voudrais vous parler un petit peu d'autre chose. On va parler un petit peu de complexité. Un réseau dense, c'est quand même relativement complexe. Complexe en termes de nombre de poids qu'il va falloir calculer. Prenons un exemple. Ici, on va vouloir classifier une image en 32 par 32 pixels. Cette image est en couleur, donc en fait, elle est en 32 par 32 par 3. Et on va vouloir la classifier selon 10 classes différentes. Donc notre image de 32 par 32 par 3, on va l'aplatir sur un vecteur, donc qui va être un vecteur de dimension 3072. Et on va mettre en place 10 neurones qui vont chacun nous donner une valeur de probabilité d'appartenir à chacune des 10 classes. On va donc avoir 10 neurones et chacun de ces neurones va avoir 3072 poids. Puisqu'il va falloir faire pour chaque pixel de l'image W1 fois le premier pixel, plus W2 fois le second pixel, etc. jusqu'à W3072 fois le 3072e pixel. Donc au final, on obtient 10 fois 3072 poids. Ici, on a mis plus 10, parce qu'en réalité, par simplification, ici, on a mis Wx comme fonction linéaire du neurone, mais en réalité, c'est Wx plus b, de sorte à pouvoir également décaler avec une constante. Et donc, chacun des neurones a une constante, en plus des 3072 poids. Et donc, on a, pour un tout petit réseau et une toute petite image, puisque c'est un réseau sans couche cachée, l'image d'entrée est toute petite, 32 x 32 x 3, c'est vraiment une petite image, on a déjà plus de 30 000 paramètres. Et évidemment, cette complexité explose avec la résolution de l'image et la complexité du réseau. Si on rajoute des couches cachées, si on a une image, au lieu d'être en 32 par 32, on prend une image en 200 par 200,
je vous laisse faire le calcul, on se retrouve très rapidement avec des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de paramètres. Et donc, on obtient finalement un modèle qui est très complexe et qui a un énorme défaut, c'est qu'il a tellement de degrés de liberté qu'il va très facilement faire de l'overfit. Et donc, ça nous amène aux réseaux de neurones convolutionnels qui vont régler une partie de ces problèmes. Pour comprendre ce que c'est qu'un réseau de neurones convolutionnel, il va d'abord falloir qu'on explique ce que c'est qu'une convolution. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une convolution sur une image. Donc, on a une image en entrée et on a un filtre de convolution qui est ici une matrice de 3 par 3. Donc ça peut avoir d'autres tailles. On peut rencontrer du 5 par 5, on peut rencontrer du 7 par 7. On peut avoir différentes tailles de convolution. Ici, on va prendre 3 par 3. Et cette matrice, on va lui faire balayer l'image. Donc on va commencer par la partie en haut à gauche de l'image et on va multiplier pixel par pixel le pixel de l'image par le pixel du filtre de convolution. Et donc, une fois qu'on a fait ces multiplications pixel par pixel, on va prendre la somme et ça va nous donner la valeur de la sortie pour le pixel qui se trouve ici. Donc ici, on voit un exemple avec un filtre 5 par 5. On va commencer par la partie en haut à gauche de l'image et ça va nous donner le résultat qui se trouve ici sur la sortie. Ensuite, on va se décaler d'un pixel vers la droite et ça va nous donner la valeur du deuxième pixel. Je vais vous montrer un exemple en image sur le site dont vous avez l'URL ici. Je vous invite à essayer par vous-même. C'est un site qui est très intéressant. Bien, donc ici on se trouve sur le site internet dont je vous ai parlé et on va appliquer un filtre de convolution qui se trouve en haut ici. Donc qu'est-ce que fait ce filtre? Ce filtre, il va détecter les passages de lignes verticales claires sur la gauche vers des lignes verticales foncées sur la droite. Donc si vous regardez bien, le filtre va obtenir des valeurs maximales si sur la partie gauche du filtre, on a des pixels qui sont très clairs avec des valeurs élevées et sur la partie droite du filtre, des valeurs les plus faibles possibles, puisqu'ici on a des nombres négatifs. Donc si on n'a pas des valeurs faibles sur la partie droite du filtre, de fait le filtre va baisser la valeur de sortie à cause de ces nombres négatifs. Donc sur ce site, vous pouvez balader votre souris et donc vous pouvez regarder ce que le filtre donne comme résultat sur chaque partie de l'image. Donc ici, on a placé le filtre sur l'image d'entrée sur une zone où on a des verticales claires sur la gauche et une verticale foncée sur la droite. Et donc si vous regardez l'image de droite qui est la sortie du filtre, vous verrez que la sortie ici est blanche, donc on a une valeur élevée. Et de la même manière, si on va se placer sur une zone, par exemple au milieu du front, où il n'y a pas du tout de passage de lignes verticales claires à des lignes verticales foncées, eh bien on s'aperçoit que la sortie du filtre est noire, et ce qui représente en fait une valeur faible. Bon, on peut regarder aussi d'autres filtres, par exemple le filtre identité, qui est un filtre qui a un 1 au milieu et des 0 ailleurs. Là c'est assez intuitif. On a d'autres types de filtres comme celui-ci par exemple qui va s'activer quand le pixel central a une valeur plus élevée que la moyenne des pixels qui se trouvent autour de lui. Par exemple, c'est le cas sur cette zone de l'image. Ça n'est pas du tout le cas dans cette zone de l'image où le pixel central est aussi sombre que les pixels qui sont autour de lui, voire plus sombre. Pour résumer, la convolution, c'est une opération qui va nous permettre d'extraire des propriétés locales des images. Donc, à travers la convolution, on va pouvoir détecter s'il y a des lignes verticales, des lignes horizontales, des lignes diagonales, s'il y a des points isolés, etc. Mais évidemment, la question que vous vous posez, c'est comment on choisit ces convolutions? Eh bien, en fait, dans un réseau de neurones, on ne les choisit pas. On laisse la machine les apprendre. Donc, on va les initialiser de manière aléatoire
et ensuite on va faire une descente de gradient pour que la machine puisse trouver les meilleures convolutions possibles pour résoudre le problème qui lui est posé. Maintenant, on va parler d'autres types de couches qu'on trouve dans les réseaux convolutionnels. Donc, dans les réseaux convolutionnels, évidemment, on trouve des couches de convolution, mais on trouve aussi d'autres types de couches comme le max pooling ou le dropout. Le max pooling, c'est une méthode pour réduire la dimension. Ici, dans l'exemple, on a une matrice 4,4 en entrée et une matrice 2,2 en sortie. Et on va faire un max pooling qu'on va appeler un max pooling 2 par 2. Donc, on va prendre les pixels par groupe de 2 par 2. Donc ici, par exemple, on va prendre ce premier carré de 2 par 2 dans la matrice d'entrée. On va chercher la valeur max. Ici, c'est un 6. Et on va la reporter ici dans la sortie. Ensuite, on va se décaler de 2 cases et on va recommencer. On va prendre le max. On trouve ici un 8 et on le reporte dans la sortie, etc. Donc ça, c'est un type de couche très courant dans les réseaux de neurones convolutionnels. Le deuxième type de couche que vous rencontrerez couramment, c'est le dropout. Le principe du dropout, c'est de supprimer aléatoirement des neurones pendant la phase d'apprentissage. Donc l'idée, l'intuition qu'il y a derrière ça, c'est de se dire que aléatoirement, on va supprimer des neurones pendant la phase d'apprentissage et donc le réseau de neurones ne pourra jamais compter sur un neurone en particulier parce qu'à tout moment, il peut disparaître, il peut être supprimé. Et donc, il va être obligé de répartir sa connaissance sur plusieurs neurones. Et en fait, c'est une méthode qui va permettre d'obtenir de la régularisation et d'éviter l'overfit. Pour finir, voilà un exemple de réseau convolutionnel complet. Là, ça permet de résumer un petit peu les différentes notions qu'on a vues pendant ce cours. Donc, on a une image en entrée. On va lui appliquer plusieurs filtres de convolution, donc on va obtenir plusieurs images en sortie, donc qui vont être traitées par les convolutions. Puis ensuite, on va réduire la résolution avec du max pooling. Alors ici, c'est écrit subsampling, c'est une autre méthode pour réduire la résolution, mais plus couramment, on trouvera du max pooling. Et ensuite, on va reprendre avec des convolutions, puis on va encore réduire la résolution. Et puis on va terminer par un réseau fully connected qui va nous donner ensuite nos sorties qui vont nous dire par exemple dans ce cas-là de quelle classe d'objets il s'agit. Donc là notre réseau de neurones devrait pouvoir nous sortir une probabilité élevée pour la classe robot. Je suis conscient qu'on a été assez vite pendant ce cours. Il n'avait pas pour objet de rentrer dans les détails, c'était vraiment pour poser les grandes notions. Si tout n'est pas encore bien clair, vous allez voir que pendant les travaux pratiques, tout ça va se clarifier. Donc je vous encourage vraiment à prendre le temps de faire les travaux pratiques de ce cours.